Juste en arrivant à la rivière, une douce douleur l'attira à nouveau. Elle ne pouvait pas se soulager près de l'eau. Alors, se tenant le ventre, elle s'enfonça plus profondément dans la forêt, cherchant un endroit caché. Au moment où elle se pencha, elle entendit des voix. Elle avança, écartant les feuilles du bout des doigts tremblantes. Elle fit encore un pas, puis écarta les feuillages qui l'empêchaient de voir et sa main se porta brusquement à sa bouche. La reine Adaku, la seconde et plus jeune épouse du roi, se trouvait là, enlacée par un homme grand et très beau, près d'un immense arbre iroko. À ce spectacle, Onedo sursauta. Elle s'enfuit à travers les bois. Les branches lui griffaient la peau, les feuilles s'accrochaient à ses vêtements, mais elle ne s'arrêta pas. Le soleil déclinait déjà. Onedo, 22 ans, domestique au palais du roi Nandi du Mopfia, avait pris son pot d'argile pour aller puiser de l'eau. Son ventre la faisait souffrir depuis l'après-midi, des crampes si intenses qu'elle avait dû serrer ses bras contre sa poitrine en marchant. Le chemin menant à la rivière était silencieux. Les oiseaux chantaient faiblement et les grands arbres murmuraient comme s'ils conversaient entre eux. Elle souhaitait simplement prendre de l'eau rapidement et rentrer avant la nuit. Mais en arrivant à la rivière, une nouvelle vague de douleur, plus vive encore, la plia en deux. « Ah! Pas ici !» murmura-t-elle, paniquée. Elle n'osait pas se soulager près de la rivière. Trop de travailleurs du palais y passaient. Alors, elle se tint le ventre et s'éloigna vers l'intérieur de la forêt, écartant les feuilles et les plantes pour trouver un endroit isolé. Puis une autre vague de douleur remonta. C'est alors qu'elle entendit des voix. Elle crut d'abord rêver, mais les murmures, portés par le vent, se firent plus nets. Elle s'immobilisa, attentive. Elle ne s'attendait pas à entendre quelqu'un dans cette partie tranquille de la forêt. L'une des voix lui semblait même familière. Onedo se redressa lentement, oubliant soudain sa douleur. Elle avança, poussant les feuilles du bout des doigts. Les voix étaient proches. Elle hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas être curieuse, mais quelque chose de trop familier la tirait vers l'avant comme un aimant. Elle fit quelques pas puis, écartant les feuillages, elle vit clairement. La reine Adaku, la jeune épouse du roi, se tenait contre un homme grand et séduisant à côté du grand Iroko. Il l'embrassait. Le cœur d'Onedo se serra violemment. C'était la reine, la femme du roi. Et cet homme, c'était Odumegwu, le chef des guerriers. Onedo recula par accident et une branche sèche craqua sous ses pieds. La reine Adaku s'écarta aussitôt de l'homme. Odumegwu se retourna brusquement. « Qui est là » cria-t-il. Onedo prit la fuite avant même d'avoir le temps de penser. Elle courut à travers les arbres, les branches la frappant, les feuilles la fouettant, mais elle ne s'arrêta pas. La reine, cependant, avait aperçu l'uniforme des domestiques du palais. Elle savait que quelqu'un de leur rang l'avait vue. Onedo retrouva la rivière, reprit son pot qu'elle avait laissé tomber, le remplit en hâte et rentra au palais. Son cœur battait si fort qu'elle ne sentait même plus la douleur de son ventre. Quand elle atteignit les quartiers des domestiques, la nuit était déjà tombée. Elle entra discrètement dans la chambre qu'elle partageait avec deux autres jeunes femmes, le cœur en tumulte. Devait-elle parler ? Devait-elle prétendre n'avoir rien vu ? Avant qu'elle ne puisse réfléchir, la porte s'ouvrit. La reine Adaku entra seule. Ses yeux étaient froids, son visage dur. Elle referma doucement la porte trop doucement, ce qui effraya Onedo davantage que si elle avait claqué. « Onedo, ma petite, dit-elle d'une voix douce en avançant. J'ai appris que tu étais allée à la rivière ce soir. Onedo déglutit difficilement. Oui, ma reine. La reine la fixa. Et j'ai aussi entendu que tu as quitté la rivière pour aller vers la forêt. Ses genoux faillirent céder. Mon ventre me faisait souffrir, ma reine. Je ne voulais pas, aller loin. La reine sourit. Un sourire froid. Je sais ce que tu penses avoir vu, dit-elle doucement. Et tu dois comprendre ceci. Si tu tiens à ta vie, ta langue restera silencieuse. Tu m'entends ? Ma reine, je vous jure que je n'ai rien vu. Votre esprit peut être en paix. Je ne parlerai de rien. Adaku hocha lentement la tête. Parfait. Garde toujours cela en tête. Je suis très sévère avec ceux qui ne connaissent pas leurs limites. Puis elle sortit. Onedo resta longtemps immobile après son départ. Son cœur battait fort. Elle avait peur. Avant tout cela, Adaku n'était que la fille du chef Okori, vivant tranquillement dans le village du Mopfia. Le roi Nandi, lui, avait vécu en ville, étudié à l'étranger, ne revenant qu'occasionnellement pour les festivals. Après la mort de son père, il fut rappelé pour prendre le trône.
Il revint avec sa femme Uloma et leurs 3 enfants. Devenir roi n'était pas son souhait, mais la tradition ne demande l'avis de personne. Un mois après son couronnement, le conseil lui annonça que sa femme Uloma n'était pas originaire du village, ce qui était contraire aux traditions. Un roi devait avoir une épouse issue du sol du Mopfia. Ainsi, contraint par la coutume, il dut épouser Adaku, la fille du chef Okori. Elle devint sa seconde épouse. Depuis la nuit où Onedo avait surpris Adaku dans la forêt, la vie au palais continua comme si rien n'avait eu lieu. Mais Onedo n'oubliait pas. Chaque fois que la reine approchait, son cœur battait plus vite. Elle essayait de cacher sa peur, mais celle-ci transparaissait dans ses gestes, mains tremblantes, regard fuyant. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des calebasses dans la cuisine, la reine l'observa. « Onedo, dit-elle doucement, tu sembles troublé ces jours-ci. Quelqu'un t'a mal parlé? Quelque chose te pèse sur le cœur. » Onedo força un sourire. « Rien, ma reine. » Uloma la regarda longuement, inquiète. « Si quelque chose ne va pas, tu peux me parler. » Onedo se contenta de baisser la tête. 3 jours plus tard, le palais fut secoué par le chaos. Tambours résonnant, messagers courant partout. Le roi sortit entouré de gardes. « Mon couteau sacré a disparu », annonça-t-il. Ce couteau était un trésor royal censé protéger le royaume. Sa disparition était un mauvais présage. Le roi interdit à quiconque de quitter le palais tant qu'il ne serait pas retrouvé. Les gardes fouillèrent chambres, salles, cuisine, jardin, rien. Le soir venu, Adaku s'avança. « Mon roi, je ne voulais rien dire plus tôt, mais j'ai vu Onedo sortir de vos appartements aujourd'hui. » Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme. Onedo avança, tremblante. « Mon roi, je n'étais là que pour nettoyer, comme chaque matin. » Adaku croisa les bras. « Alors elle ne craindra pas qu'on fouille ses affaires. » On apporta son panier. Onedo n'avait rien à se reprocher. Elle regarda calmement les gardes fouiller ses vêtements, jusqu'à ce qu'un garde s'arrête, figé. Dans sa main, il tenait le couteau sacré du roi. De grands cris éclatèrent. Onedo recula, horrifié. « Non, non, je jure que je ne sais pas comment c'est arrivé là. »« Mensonge !» trancha Adaku. Onedo comprit. Elle avait été piégée. Le roi, furieux, refusa toute enquête. « Tu as trahi mon palais. Tu es banni du Mopfia avant le coucher du soleil. Si tu reviens, ton sang coulera sur notre sol. » Onedo hurla, tomba à genoux, supplia, mais les gardes la saisirent et la traînèrent jusqu'aux portes du royaume. Les domestiques observaient, le cœur lourd. Uloma pleurait en silence. Adaku, elle, observait froidement. Les portes se refermèrent derrière elle. Seule, tremblante, elle comprit qu'elle venait de perdre son foyer pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle marcha en larmes dans la nuit, tandis qu'au palais, la reine Adaku traversait la cour avec un sourire satisfait, le cœur rempli de triomphe. Elle ne ressentait ni honte, ni regret, ni même le moindre remords. Tout s'était déroulé parfaitement. La seule personne qui connaissait son plus profond secret avait disparu. La reine Adaku quitta discrètement le palais après avoir demandé à sa servante personnelle de rester en arrière. Elle prétexta avoir besoin d'un moment seul, comme chaque fois qu'elle allait rejoindre Odumegwu. Ses yeux brillaient d'excitation tandis qu'elle s'enfonçait dans la zone silencieuse et broussailleuse de la forêt, le même endroit secret qu'elle utilisait depuis des mois. Là, adossé au tronc d'un grand arbre, les bras croisés, se tenait Odumegwu, son amant secret et le commandant des guerriers. Lorsqu'il la vit, il lui adressa un sourire. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il. « Tout a fonctionné » murmura-t-elle. « Onedo a été banni. » Odumegwu échappa un rire grave. « Bien joué » dit-il doucement. « Nous pouvons désormais préparer nos plans sans être dérangés. » Et tous deux continuèrent leur liaison interdite, aussi dangereuse que secrète. Pendant ce temps, Onedo marchait toujours. Elle ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait avancer, sinon elle s'effondrerait sous le poids de sa douleur. Ses larmes s'étaient taries, mais une douleur sourde lui écrasait les côtes. Elle traversa plusieurs villages sans s'arrêter. Elle n'avait ni nourriture, ni eau, ni direction. Lorsque la nuit tomba, ses jambes étaient lourdes comme du bois. Pourtant, elle continua d'avancer. À l'aube, elle se retrouva au cœur d'une forêt dense et interminable. Son ventre grondait violemment. Elle n'avait rien mangé depuis presque 2 jours. Sa tête se mit à tourner. Son souffle devint léger.
Elle persévéra quand même. Sa vision s'obscurcit. Les arbres dansèrent comme des ombres vivantes. Ses genoux fléchirent. Dans un léger soupir, Onedo s'effondra au sol et tout devint noir. Elle ne sut dire si quelques minutes ou plusieurs heures s'étaient écoulées lorsqu'elle entendit des pas froisser les feuilles à proximité. Une femme d'âge mûr au regard calme s'approcha et se pencha vers elle. Elle portait un panier rempli d'herbes fraîchement cueillies. C'était une guérisseuse venue dans la forêt pour récolter des plantes. Elle posa sa main sur le front brûlant d'Onedo. « Fièvre, déshydratation, épuisement », murmura-t-elle. Heureusement, elle n'était pas venue seule. Un homme accompagnait la guérisseuse, le fils du patient qu'elle soignait en ce moment. Elle l'appela et il sortit d'entre les arbres. Elle lui demanda de porter Onedo. Sans poser de questions, il souleva son corps inerte et la ramena au village. Leur destination était le village d'Agoma. Peu après, Onedo revint à elle. Elle était allongée sur une natte douce, enveloppée dans des tissus propres. L'odeur des herbes chauffées emplissait l'air. La guérisseuse était assise à ses côtés, remuant une petite marmite en terre cuite sur un foyer de bois. « Tu es réveillée, » dit-elle avec un doux sourire. « Bois ceci. » Onedo voulut parler mais ses lèvres tremblaient. La femme la soutint et lui fit avaler une mixture chaude aux plantes. Peu à peu, la force reprit son chemin dans son corps affaibli. « Que s'est-il passé ?» chuchota Onedo. « Je t'ai trouvé dans la forêt, » répondit la femme. « Je m'appelle Mama Funanya. Je suis herboriste. Tu étais très faible. » Les yeux d'Onedo se remplirent de larmes. « Merci, maman. » Mama Funanya lui tapota doucement la main. « Repose-toi d'abord. Quand tu seras plus forte, tu pourras me raconter ton histoire. » Les jours passèrent. Onedo récupéra petit à petit. Mama Funanya la nourrissait, traitait sa fièvre, lavait ses blessures et veillait sur elle avec la patience d'une mère. Quand Onedo fut suffisamment remise pour rester assise sans trembler, la guérisseuse lui demanda. « Maintenant, mon enfant, qui es-tu? Et pourquoi étais-tu seule dans cette forêt ?» Onedo éclata immédiatement en sanglots. Elle raconta tout, l'accusation injuste, le bijou royal retrouvé dans ses affaires, la colère du roi, son bannissement sans même un jugement. Mais elle passa sous silence ce qu'elle avait vu dans la forêt, la reine et son amant. Elle jura à Mama Funanya qu'elle ignorait comment le bijou s'était retrouvé parmi ses affaires. « Je te crois, » dit doucement la guérisseuse. « La vie regorge de mystères qui dépassent notre compréhension. Celui-ci en fait partie. Mais tu es en sécurité désormais. » Onedo renifla, brisé. « Où vais-je aller? Je n'ai aucun foyer. J'ai été recueillie comme esclave puis faite servante du palais. » Mama Funanya sourit avec une chaleur profonde. « Alors reste ici. Reste avec moi. Je n'ai pas de fille et peut-être que le destin t'a conduite vers moi pour une raison. » Onedo porta les mains à son visage alors que des larmes coulaient de nouveau, cette fois de soulagement. « Merci, maman, merci beaucoup, » murmura-t-elle. Les semaines devinrent des mois. Mama Funanya commença à lui enseigner l'art de l'herboristerie, reconnaître les feuilles guérisseuses, moudre les plantes, mélanger racines et écorces, soigner fièvres, infections, blessures, lire les signes de la nature et entrer en communion avec l'esprit de la terre. Onedo apprenait vite, bien plus vite que n'importe quel apprenti passé entre les mains de la guérisseuse. Elle était concentrée, disciplinée, avide de savoir, déterminée à reconstruire sa vie. Rapidement, on commença à parler d'elle dans le village. Les gens venaient de loin pour la rencontrer. Elle soignait, soulageait, sauvait. Son nom circulait de bouche en bouche, une jeune guérisseuse aux mains lumineuses, à la sagesse surprenante. Les années passèrent. Le palais avait totalement oublié Onedo. La reine Adaku, désormais solidement établie dans son rôle, avait donné naissance à un fils, Obina, que le roi adorait. Mais lorsque l'enfant atteignit l'âge de 5 ans, un événement inattendu survint. Obina tomba soudain gravement malade. Au début, les guérisseurs du village pensèrent qu'il s'agissait d'un mal banal. Mais les jours passèrent sans amélioration. Puis les semaines, rien ne changeait. On fit venir des guérisseurs des villages voisins. Les herboristes apportèrent leurs racines les plus puissantes, mais aucun remède n'eut d'effet. Pris de panique, le roi Nandi fit conduire son fils dans les hôpitaux de la ville. Les médecins l'examinèrent de la tête aux pieds, multiplièrent les tests avant de secouer la tête, incapables de comprendre ce qui rongeait l'enfant. Rien ne semblait médicalement anormal chez lui. Alors, ils revinrent au village.
La peur traversa le palais comme un feu sauvage. La reine Adaku pleura jour et nuit, ses nerfs s'effondrant sous le poids de l'impuissance. Un soir, un villageois essoufflé arriva à la porte du palais. « J'apporte des nouvelles d'une guérisseuse », annonça-t-il. Une guérisseuse puissante d'Agoma. On dit qu'elle rend la vie à la mort et redonne espoir à ceux qui l'ont perdue. Le roi Nandi ne voulut pas attendre. Il exigea que son fils soit soigné immédiatement. « Préparez le chariot royal », ordonna-t-il. Obina fut aussitôt préparé pour le voyage. Celui-ci fut long. Adaku resta assise près de son fils. 2 chefs les accompagnaient, veillant à leur protection et à faire respecter l'autorité royale. Ils atteignirent le village d'Agoma et empruntèrent des sentiers étroits jusqu'à une petite hutte entourée d'herbes mystérieuses, d'où s'élevait doucement la fumée d'un feu de cuisson. Ils attendirent patiemment dans la hutte des visiteurs pendant qu'on allait prévenir la guérisseuse. Quelques instants plus tard, celle-ci apparut. Elle marchait lentement. Son châle était soigneusement fixé, ses cheveux impeccablement tressés. Elle dégageait une présence calme et digne. Tout en elle respirait la force et la paix. Elle leva les yeux et s'arrêta. Les chefs s'inclinèrent. La reine Adaku recula, la main portée à sa bouche. La guérisseuse était Onedo, la femme qu'elle avait bannie. Onedo les observa en silence.